Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres de votre journal. Air Algérie annule tous ses vols vers le Maroc et réduit considérablement ses vols vers la France. Quels sont les aéroports touchés? Quelles destinations sont concernées? Les réponses dans ce journal. Le coronavirus a fait 2 victimes en Algérie. Nous revenons dans ce journal sur les décisions prises pour limiter la propagation du virus chez nous. Nous vous dirons à quel point ce virus plombe l'économie mondiale. L'Algérie célèbre demain la journée nationale des personnes handicapées. L'occasion pour nous de vous proposer un reportage sur une association qui s'occupe des personnes trisomiques et un autre reportage sur l'équipe Handi Basket de Hamadi. C'est le grand format de ce 19h. Une verdure à perte de vue, des lacs et des végétations aquatiques. Nous vous proposons une bouffée d'oxygène à Gerbas Sanhaja dans la wilaya de Skikta. De belles images à la fin de ce journal. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Nous entamons ce journal par ce communiqué de la présidence de la République. Les gouvernements algériens et marocains ont décidé jeudi soir de suspendre temporairement les vols aériens entre les deux pays comme mesure préventive contre la propagation du coronavirus. Et on apprend aujourd'hui que Air Algérie suspend temporairement tous ses vols, notez bien, vers et vers la France de Sétif, Batna, Tlemcen, El Oued, Biskra, Chlef, Béjaïa, Annaba comme mesure préventive contre la propagation du coronavirus. Air Algérie a décidé également de réduire à partir de demain, 14 mars, et ce jusqu'au 4 avril prochain, ses vols de et vers la France au départ d'Alger, Oran et Constantine. Tous les vols de et vers l'Espagne seront également suspendus à partir du 16 mars et jusqu'au 4 avril prochain. Et puis, les passagers impactés par les perturbations de leur vol peuvent bénéficier d'un changement de réservation ou d'un report de remboursement sans frais, selon un communiqué de la compagnie nationale. L'Algérie est elle aussi touchée donc par le coronavirus. Le dernier bilan fait état de 2 victimes. Des mesures préventives radicales sont prises, vous allez le voir. Crèches, écoles, universités sont désormais fermées. Objectif, limiter les risques de la propagation du virus. Le point avec Nejma Harish. 2 nouveaux cas de coronavirus ont été confirmés hier soir, dont un décès, portant le nombre total d'infections à 26 cas et le décès à 2 personnes. Après consultation des ministres concernés, le président de la République, Abdelmejid Tebboune, ordonne la fermeture des écoles de l'enseignement primaire, moyen et secondaire jusqu'à la fin des vacances de printemps, prévues le 5 avril prochain. Une décision aussi ferme que radicale qui s'inscrit dans le cadre des mesures préventives prises par l'État pour faire face au nouveau coronavirus et empêcher sa propagation. La fermeture concerne également les universités et les établissements de formation relevant du secteur de la formation et de l'enseignement professionnel, ainsi que les écoles coraniques, les zaouïas, les classes d'alphabétisation et tous les établissements éducatifs privés, y compris les crèches et les jardins d'enfants. Animant hier une conférence de presse au niveau du ministère de la Santé, les responsables de la prévention ont tenu à souligner que la propagation de coronavirus en Algérie était due à des cas importés. Le dispositif qui a été mis en place depuis le début de l'épidémie mondiale a connu une augmentation, un renforcement au niveau des établissements de santé hospitaliers, également au niveau des postes frontaliers, qu'ils soient aériens, portuaires ou terrestres. Et ceci rentre dans le cadre du renforcement mondial. Donc tous les pays sont en état d'alerte et l'Algérie également. Et donc nous prévoyons de revoir progressivement en fonction de l'évolution de la situation notre plan également de riposte à cette pandémie. Les professionnels de la santé ont appelé à cette occasion les citoyens à limiter leurs déplacements, notamment à destination des pays touchés largement par l'épidémie, tels que l'Italie, le pays le plus affecté d'Europe, ou encore la France. Autre mesure, l'installation de cellules de crise pour lutter contre le coronavirus à travers les 48 wilayas du pays. Par ailleurs, toutes les rencontres et manifestations culturelles ont été reportées à une date ultérieure. Les compétitions sportives se dérouleront à huis clos jusqu'au 31 mars prochain, avec le report de manifestations internationales devant se dérouler en Algérie. Il faut savoir que depuis l'apparition de l'épidémie, le dispositif de veille et d'alerte mis en place demeure en vigueur et la mobilisation des équipes de santé reste à son plus haut niveau.
Et la prévention reste de mise. Beaucoup d'informations, parfois contradictoires, circulent, notamment sur Internet. Nous vous proposons dans ce journal de revenir sur des chiffres de la pandémie. Que risque-t-on si on est contaminé et comment s'y protéger efficacement? Question-réponse avec Amélie Siritil. Le coronavirus est désormais une pandémie. Si le Covid-19 est généralement bénin, il peut toutefois avoir des conséquences dramatiques. Selon une récente étude, la maladie est bénigne dans 80,9% des cas, grave dans 13,8% et critique dans 4,7%. Publiée en février dernier, une étude chinoise démontre que la mortalité augmente nettement avec l'âge. Si le taux de mortalité reste très bas chez les moins de 39 ans, soit 0,2%, il passe néanmoins à 14,8% chez les personnes âgées de plus de 80 ans. Autre facteur de risque, le fait d'avoir une maladie chronique. Mais il faut être clair, le risque concerne avant tout les patients atteints de formes sévères de ces maladies. Ces personnes, présentant un risque de contamination plus élevé, doivent donc être vigilantes sans pour autant s'alarmer. Le Covid-19 tue environ 3,5% des maladies diagnostiquées, avec des disparités selon les pays. Il est à noter par contre que sur plus de 130 000 cas positifs recensés dans le monde depuis le début de la pandémie, déjà plus de la moitié sont guéris. Dans la mesure où de nombreux patients semblent développer peu, voire pas de symptômes, leur nombre est vraisemblablement supérieur aux cas détectés, ce qui ferait donc baisser ce taux. Même si les virus de la grippe et du Covid-19 sont différents, on peut combattre leur propagation de la même manière. Éviter de se serrer la main et de s'embrasser, se laver les mains fréquemment, tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir jetable et porter un masque si on est malade. C'est ce qu'on appelle les mesures barrières. Et dans un monde de plus en plus globalisé, le coronavirus plombe l'économie mondiale. Des indices boursiers en chute libre, des villes entières mises sous cloche et une économie mondiale au ralenti. Le point avec Nakhla Al-Harbi. Baisse du commerce mondial et de la croissance globale, risque de récession pour l'Europe, instabilité des marchés financiers et baisse des prix du pétrole. La crise sanitaire a faussé toutes les prévisions et continue de laisser planer le doute sur un lendemain des plus incertains si l'épidémie n'est pas maîtrisée. La propagation de l'épidémie de coronavirus dans le monde aura à différents degrés eu des répercussions sur l'économie mondiale, touchant en premier lieu les pays rattachés économiquement à la Chine, foyer de l'épidémie et usine du monde, à l'instar de la Corée du Sud, du Japon et de l'Australie. Le ralentissement économique chinois a indirectement impacté l'économie mondiale qui subit de plein fouet les conséquences de la propagation du virus qui a à ce jour touché 114 pays. Mais pas que. L'échec des négociations entre l'OPEP et non-OPEP suite au refus de l'Arabie Saoudite et de la Russie de baisser, voire de limiter la production, complique davantage la donne. Les prix du pétrole souffrent en effet aussi bien de la situation du côté de l'offre que du côté de la demande, touchée de plein fouet par la crise sanitaire. Depuis le début de la semaine, les prix des 2 barils de référence ont perdu aux alentours de 20%. Ils ont également encaissé lundi leur pire chute depuis la guerre du Golfe en 91, avec une baisse d'environ 25%. Ils étaient néanmoins en légère hausse, aujourd'hui dépassant les $34. Déclaré par l'OMS, nouvel épicentre de l'épidémie, l'Europe se mobilise pour contrer les effets du Covid-19 et relancer son économie largement éprouvée par la propagation rapide de l'épidémie et la décision du président américain de fermer ses frontières durant 1 mois. Le Fonds monétaire international a estimé hier que la coopération internationale était essentielle pour remédier efficacement à cette épidémie, appelant à une action coordonnée sur de multiples fronts. Des aides massives sont d'ores et déjà annoncées. Et cette pandémie a également fait chuter les prix du pétrole. La demande mondiale a significativement diminué. Malgré ce constat, les membres de l'OPEP et de la Russie ne sont pas parvenus à un accord vendredi dernier. Le ministre de l'Énergie, Mohamed Al-Kab, rappelle que l'accord de coopération OPEP-non-OPEP signé fin 2016 est toujours en vigueur. On l'écoute. Le coronavirus a impacté lourdement le marché pétrolier, pas uniquement le marché pétrolier, il a impacté lourdement l'économie internationale. Nous avons vu que beaucoup de secteurs, ils ont réduit leur consommation en énergie, le transport, la production, beaucoup de secteurs ont vu réduire. Nous sommes en train de voir même les activités maintenant culturelles et sportives, ils sont en train de se limiter dans les nombres et dans le temps.
Donc c'est pour cela que cette crise, elle est là. Mais nous avons à l'OPEP un mécanisme important qui est l'accord de coopération signé en Algérie en 2016. Cet accord de coopération est toujours valide. Nous l'avons signé en vendredi passé avant de sortir. Nous avons signé une résolution de continuer à travailler dans cet accord de coopération. Cet accord de coopération, il va nous permettre à pays OPEP et non OPEP de se réunir, de discuter sur des documents techniques qu'on est en train de préparer, d'évoluer un peu, de voir les perspectives d'évolution du marché par rapport à la propagation du coronavirus. Et tous ces aspects-là sont examinés par des experts. Inch'Allah, nous sommes optimistes et nous sommes en train de travailler dans ce sens que nous allons arriver à un accord entre les pays OPEP et non OPEP pour un équilibre du marché. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette pandémie et sur ses conséquences, bien sûr. Et puis, n'oubliez pas les gestes simples, se laver les mains. Et en cas de doute, vous pouvez toujours appeler le numéro vert 30 30. Le Hirak, ce mouvement pacifique qui a émerveillé le monde, entame sa 2e année. Plusieurs de ses revendications ont été réalisées, mais certains observateurs craignent pour cet extraordinaire mouvement pacifique de se faire manipuler. Adel Brahms. Et son civisme, le Hirak populaire est devenu une cible et une arme que certains tentent d'utiliser pour faire vaciller les institutions de l'État algérien, en essayant de manipuler une partie de la société et de pousser chaque fois ce mouvement pacifique à la radicalisation et à la violence. Une incitation à la dissidence et à la désobéissance qui n'a d'autre objectif que de créer un climat de défiance populaire envers les institutions du pays. Le Hirak تاع vendredi. Dans ce que voulaient donc les forces organisées, ils ont échoué à entraîner derrière eux ces couches moyennes qui manifestent pour d'autres raisons, et qui sont des raisons honnêtes. Comme ils ont échoué, ils ne peuvent pas aller à bon terme. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles se sont rassemblées, elles se sont rencontrées entre islamistes, démocrates, communistes, avec les autres, avec... Elles se sont rendues compte, ces forces, qu'elles ne peuvent pas aboutir avec les manifestations qui se passent telles qu'elles se passent ce vendredi. C'est autres qui ont échoué. Et alors, ils reviennent au samedi. Bon, si on a de la mémoire, c'est 2011. C'est le printemps arabe. C'est quand on a commencé à manifester le samedi. C'était les samedis à l'époque. Oui, pour engager l'Algérie. À mon avis, ils se sont rendus compte qu'ils sont allés dans un mur, qu'ils ne peuvent plus manipuler la masse des manifestants le vendredi. Et ils se sont replacés dans un autre contexte, qui va être un contexte de redémarrage de leur aventure contre l'État algérien. Et je dis bien contre l'État algérien, pas contre le gouvernement. Les provocations qui se sont multipliées ces derniers temps menacent la Silmiya de Hirak. Mais les Algériens qui aspirent au changement, une ambition tout à fait légitime, tiennent plus que jamais au pacifisme de leur mouvement, qualifié de béni et de légitime par le président de la République. Dans l'actualité de ce vendredi, l'Algérie a appelé le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à tenir en compte le nombre réel des réfugiés sahraouis conformément au rapport officiel publié par les agences onusiennes en mars 2018. Ce nombre est estimé à 73 600 personnes. Lors des travaux de la 70e réunion du HCR à Genève, l'ambassadeur représentant de l'Algérie à Genève, Rachid Belbaki, a rappelé les efforts de l'Algérie dans son voisinage immédiat pour favoriser le traitement des causes profondes des crises humanitaires à travers le règlement pacifique des conflits et la recherche de solutions durables. Il a également mis en avant les efforts de l'Algérie pour assurer assistance et protection des réfugiés qui
pays se trouve sur son sol. Dans le même contexte, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'est dit convaincu de parvenir à un règlement juste, permanent et accepté par les deux parties sur la question du Sahara occidental. Antonio Guterres a lancé un appel aux membres du Conseil de sécurité de l'ONU, aux amis du Sahara occidental, à s'engager de bonne foi et sans conditions préalables dans le processus politique dès la désignation d'un nouvel envoyé personnel. L'Algérie célèbre demain la journée nationale des personnes handicapées, un combat permanent pour les personnes atteintes, mais aussi pour les associations qui leur viennent en aide. C'est le cas de l'Association nationale de l'insertion scolaire des trisomiques qui manque cruellement de moyens. Mouna Nawal Hamoudi, reportage. Adel se rend aujourd'hui chez son orthophoniste. Des exercices destinés à corriger le défaut d'élocution chez les enfants atteints de trisomie. Depuis 3 ans, Nesrine le suit de près pour améliorer sa motricité et ses capacités cognitives. كيما عادل الاهداف الاولى اللي خدمتها معاه سيتي لا موتريسيتي فين سيتي لي بريروكي في لي بريروكي خدمنا الصوره الجسديه لو شيما كوربوريل ليسباس لي نوسيون دو طون خدمنا ثاني لا كورديناسيون اوكولو مانويل. Préparer les enfants trisomiques à la scolarisation, un objectif que s'est fixé l'Association nationale pour l'insertion scolaire et professionnelle des trisomiques, ANIT. Cette année, 500 enfants sont pris en charge par les orthophonistes de l'association. سي با جوست ليكول برك ندير ليكول باش يكون اوتونوم باش يقدر يهدر باش يقدر ما في لو كوتي سوسيال تاع كامل سي با جوست ليكول وبيان سور يهمنا بزاف ليكول ولحقوا حتى للسيزيام دايوغ لاني باسي جوزو 23 وجابوه 21 سي ماذا بينا صدق ماذا بينا لونفون يلحق وين يهدر تري بيان وين يكون اوتونوم ماذا بينا تاني يدخلوا يقراو كامل يلحقوا. Grâce à des moyens modestes, l'ANIT contribue depuis 28 ans à la prise en charge des enfants trisomiques au niveau national. Une prise en charge mise à mal par le manque de moyens concernant notamment les espaces d'accueil. Même les parents étaient associés justement à cette prise en charge d'une façon pour surtout l'acceptation. Parce que c'est difficile d'avoir un bébé sous les bras avec un handicap. Notre association elle a montré de quoi elle est capable. Et si on a les moyens, ce qui nous manque, c'est les espaces. Il y a beaucoup d'espaces qui nous manquent. On est en train de louer des espaces pour faire l'orthophonie, pour ne pas laisser ces jeunes enfants qui naissent chaque jour. Et vous avez donné presque 5 naissances par jour. Après la scolarisation, ces enfants seront orientés vers le centre d'apprentissage de Ain Nadja, offert par un donateur. Chaque année, près de 800 enfants trisomiques naissent en Algérie, un nombre que l'association ne peut plus contenir. La création de nouvelles structures psychopédagogiques s'impose en vue d'assurer une meilleure insertion socio-professionnelle à cette frange de la société. On voici maintenant un autre combat, celui de l'équipe handisport de Hamadi à Alger. 6 de ses membres ont brillé avec l'équipe nationale, remportant le championnat, la Coupe d'Afrique. Mais le club, vous allez le voir, manque cruellement de moyens. Ses membres, par exemple, doivent faire un aller-retour plusieurs fois par semaine de Hamadi à Ouled Moussa pour s'entraîner. C'est Saïd Fella qui les a rencontrés. Reportage. Avec 13 matchs gagnés en 13 journées de championnat disputés, le club de handi-basket Noor Hamadi domine outrageusement le classement de la division nationale A de la discipline. Un parcours exceptionnel pour un club qui vise le triplé cette saison. Il est vrai que nous occupons la première place en championnat. On a déjà joué 3 matchs en 16 phases retour. On travaille d'arrache-pied afin de remporter le triplé. Victorieuse la semaine dernière de la Coupe d'Afrique des Nations à Johannesburg, l'équipe nationale de handi-basket compte dans ses rangs 6 joueurs du club Noor Hamadi. Une consécration qui a permis à notre sélection de valider sa qualification pour les prochains Jeux paralympiques de Tokyo. On est parti là-bas afin de bien représenter notre pays. Et on a pu atteindre notre objectif grâce à Dieu. On a décroché le titre africain que je dédie à toutes les personnes handicapées et au peuple. Même
si le handisport prend de plus en plus de place en Algérie, il n'empêche que très souvent les personnes handicapées hésitent à s'engager au sein des clubs. C'est difficile. Un handicapé pour réussir à le ramener au sport, c'est un peu difficile. Il faut lui casser la tête souvent, essayer de le ramener ici pour qu'il voit les joueurs jouer. Il va accepter. Mais au début, c'est très difficile. Moi, j'ai débuté en 2005. Je ne connaissais rien à ce sport. J'avais honte de moi au début, mais avec la volonté, j'ai pu réussir. Le manque de moyens complique davantage la pratique de ce genre de sport, notamment pour ce qui est des infrastructures et des équipements nécessaires. Notre club est basé à Hamadi, mais là où on s'entraîne, c'est à Ouled Moussa. On parcourt 10 à 15 km pour arriver ici. C'est beaucoup pour une personne handicapée. En ce 14 mars, journée nationale des personnes handicapées, les sportifs demandent eux aussi plus de considération. En ce 14 mars, souvent on nous honore, mais moi, ce que je demande surtout, c'est qu'on nous organise des matchs amicaux. J'ai envie de jouer, pas d'être honoré. On vous parle dans ce journal des progrès dans le domaine de la chirurgie thoracique vidéo assistée. Tout d'abord, l'incision passe aujourd'hui de 20 cm à 3 cm. L'intervention ne dure qu'1 heure au lieu de 3 heures. Et puis, le patient, quant à lui, peut quitter l'hôpital 3 jours après l'intervention au lieu de 15 jours. Saïda Mariouf était au plus près des chirurgiens à l'hôpital Moustapha Pacha. Reportage. La chirurgie thoracique, grâce aux dernières technologies de pointe, est passée d'une large incision à une ouverture très réduite à travers un seul orifice. Et le résultat est on ne peut plus probant. Autrement dit, la chirurgie thoracique vidéo assistée est une révolution en la matière. Les résultats identiques et parfois meilleurs, puisque le malade, au bout de 2 heures, il peut bouger ses membres, s'asseoir sur son lit. La durée d'hospitalisation est réduite de façon considérable, puisque c'est de 3 à 4 jours, au lieu de 12 à 15 jours avec la technique traditionnelle. Et de plus, la cicatrice est toute petite, on ne la sent pas particulièrement chez les femmes. C'est la première fois que je réalise ce genre de chirurgie en Algérie. En 2010, j'ai inventé cette technique à travers un seul orifice pour toutes les pathologies du thorax, notamment les tumeurs. Aujourd'hui, elle est répandue à travers le monde. La durée de chirurgie est moins d'1 heure, contrairement à 2 voire 3 heures pour la chirurgie conventionnelle. Et le malade quitte l'hôpital au bout de 3 jours avec les mêmes excellents résultats. Les mêmes résultats que le mode opératoire traditionnel et une technique appelée à se généraliser à travers les centres médicaux chirurgicaux du pays, au grand soulagement des patients. La chirurgie thoracique mini-invasive par vidéothoracoscopie, donc c'est une nouvelle technique d'approche pour ce type de chirurgie. Donc ça consiste à une petite incision de maximum 3 cm. On fait introduire à l'intérieur de cette incision une caméra et des instruments. Et donc l'avantage par rapport à la technique conventionnelle, c'est que l'incision elle est petite par rapport à l'ancienne ouverture qui était d'au minimum 20 cm et qui a pour complication des douleurs post-opératoires. Pointe de douleur post-opératoire au grand bonheur des autres patients devant subir cette chirurgie incessamment. Rassuré par le professeur chef de service quant aux nombreux avantages de cette technique permettant un gain de temps, une cicatrice minime et une convalescence de courte durée. Une verdure à perte de vue, des lacs et des végétations aquatiques. Nous vous emmenons visiter la zone humide de Garbas Senhaja dans la wilaya de Skikda, un écosystème fragile qui a besoin d'être protégé notamment contre toutes sortes de pesticides. C'est un reportage signé Badia Amarni. Le complexe Garbas Senhaja est composé de nombreuses zones humides aux valeurs incontestables, espaces naturels où se côtoient faune et flore des plus diversifiés, comme ici à Garat Haj Tahar.
Le lac Garat Hadj Tahar se caractérise par sa belle nature. Il s'étend sur une superficie de 112 hectares. Ici, la faune et la flore sont diversifiées. Le site attire surtout des oiseaux migrateurs, dont certains sont rares, à l'exemple de l'iris mature à tête blanche, le canard souffleur, le colbert et le flamant rose. بيطير نادر جدا وهو الريسماتور على تيت بلانش. Classée zone humide d'importance internationale dans le cadre de la convention Ramsar, Garat Hadj Tahar est une rare beauté, attirant visiteurs, étudiants et même des élèves des classes vertes. Sur le plan touristique, on a reçu pas mal de délégation universitaire et on a créé même la semaine scientifique sur la zone humide, Gerbes Senhaja, où on a reçu pas mal d'étudiants qui sont venus, c'est-à-dire visiter la région. Et c'est un encouragement pour le tourisme local. Donc ça nous permet de développer c'est-à-dire notre région à travers les visiteurs. Cette zone servant d'abri à de nombreuses espèces d'oiseaux connaît quelques problèmes. Nous essayons de protéger cette région et de lui donner toute l'importance qu'elle mérite en la préservant, car cette zone souffre de problèmes d'irrigation illicite, de défrichement, de la pollution, et ce notamment à cause de l'utilisation des engrais. Nous souhaitons que des mesures soient prises pour préserver cette zone. Gerbes Senhaja. Lacs, forêts, oiseaux, animaux, la nature dans toute sa splendeur. Ce complexe de zones humides est concerné par une opération de réhabilitation dans le cadre d'une convention avec le PNUD. Un écosystème à protéger. Retour en Algérie pour vous parler d'une activité qui s'appelle le plogging. C'est la combinaison du jogging et du ramassage de déchets. L'activité a vu le jour en Suède en 2016. Elle est largement adoptée partout dans le monde, y compris en Algérie. À la forêt de Bouchaoui, Yamina Saïdji a croisé ses marcheurs et ses coureurs et co-responsables. Reportage. Le printemps est là. C'est l'occasion d'enfiler ses baskets et de reprendre le sport de plein air pour les adeptes de l'activité physique. J'ai 68 ans d'âge et je fais du sport, du footing, je joue au ballon. C'est le meilleur remède et le meilleur médicament. Sport collectif, vélo ou randonnée pédestre, pratiquer une activité physique en plein air devient un vrai remède contre le stress du train-train quotidien. C'est une activité qui nous permettra de dégager toute l'énergie qu'on a, mais surtout pour les personnes qui travaillent toute la semaine. Donc ça permettra de les épanouir dans cette activité-là. Véritable échappatoire de la routine, ces jeunes profitent de cette activité pour protéger l'environnement. Ils ont donc opté pour le plogging, une activité qui consiste à combiner le jogging au ramassage de déchets. C'est une idée pour protéger l'environnement, voilà, parce qu'il y a plein d'ordures partout. Ça n'en finit pas aussi. Les week-ends, on fait voilà, le nettoyage, on nettoie la forêt, l'environnement. Voilà. J'ai vu une dame qui faisait la randonnée. Elle a mis un gant, elle a pris un sachet, donc elle ramassait les... C'est une bonne idée. Pourquoi on ne fait pas comme la dame? Ben oui, elle a acheté des sachets, on l'a mis dans la voiture. Ben on va faire le nettoyage. Ben, c'est une bonne idée. Une manière de joindre l'utile à l'agréable et une démarche écologique à encourager et à généraliser. Un acte de civisme parfait qui sensibilise tout un chacun. Voilà, avec cette activité, nous arrivons à la fin de ce journal. Avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Air Algérie annule tous ses vols vers le Maroc et réduit considérablement ses vols vers la France. Nous avons découvert les aéroports touchés et nous vous avons dit quelles destinations étaient concernées. Le coronavirus a fait 2 victimes en Algérie. Nous avons vu dans ce journal les décisions prises pour limiter la propagation du virus en Algérie. Et quel point ce virus a plombé l'économie mondiale.
L'Algérie célèbre demain la journée nationale des personnes handicapées. Nous vous avons proposé un reportage sur une association qui s'occupe des personnes trisomiques et un autre reportage sur l'équipe handisport de Hamadi. Verdure à perte de vue, des lacs, des végétations aquatiques. Nous avons découvert un reportage sur un écosystème fragile à Skikda, Garbaz, Sanhaja. Ça fait ce journal, l'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé. Vous remercie de l'avoir suivi. En bas de votre écran, les adresses web pour les replays de vos programmes. J'aurai plaisir de vous retrouver demain à 19h. Belle soirée à tous.